Ma mère, quand elle est décédée, j'étais au téléphone avec elle. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose de super dur. C'est vraiment un épisode très compliqué. Euh, Salut Richie! Salut Sam! Richie, c'est sympa à dire. Exactement, c'est un joli prénom. Comment ça va Richie? Ça va super et toi? T'aimes ton prénom? J'adore mon prénom et mon nom de famille, encore pire. Williams. Pff, Non mais c'est vrai, Richie Williams, cinéma, ah mais c'est fait pour le cinéma. exactement. Vrai blaze? Vrai blaze, vrai blaze. Incroyable. Richie Williams, exactement. Richie, tu participes à l'émission, la série télé-réalité événement sur Netflix qui s'appelle Ultimatum. On se marie ou c'est fini. Et pour le coup, c'est ta chérie Catherine avec qui tu étais en couple depuis 2 ans au moment du tournage qui te met un ultimatum. Juste réponds-moi vite fait à cette question. Est-ce que tu penses sincèrement que si il n'y a pas de demande en mariage à la fin de l'émission, elle te quitte? Je pense que oui. Ok, Ah ouais, donc ouais. on va rentrer dans le détail d'ultimatum de votre aventure dans un petit instant. Juste pour rappel, Catherine était en binôme pendant 3 semaines, puisque vous avez inversé vos couples, avec Sofiane, qui lui Exact. est en couple avec Lina. Et toi, Richie, tu étais avec Lindsay pendant 3 semaines. Lindsay, qui elle est en couple depuis plus de 6 ans maintenant, avec Scott. Scott qui a embrassé une autre jeune fille pendant l'émission, une autre jeune fille qui n'est pas une participante à Ultimatum, mais qui est l'amie d'une participante à Ultimatum qui s'appelle Romane. Ouais. Et toi, tu es allé répéter à Lindsay ce que Scott t'avait dit. On va pas s'en sortir. Bref, Je pense qu'on va détailler. oui, on va détailler, ça c'est pour tout à l'heure. Dans un premier temps, moi j'ai envie de détailler un petit peu ta vie, un Ouais. petit peu ton histoire, Richie. J'aimerais que tu apprennes à ma communauté et à moi-même à mieux te connaître, que tu Ouais. fasses une petite présentation, Ok, un peu comme si tu étais en casting, quoi. Très bien. Ultimatum. très bien. Bah, pour me présenter, Richie Williams, 28 ans. Donc je suis d'origine ghanéenne. Je suis issu d'une grande famille recomposée. Ma mère a eu une première union où elle a eu ses 3 filles. Et ensuite, elle a rencontré mon papa, d'où elle a eu 3 enfants donc. Donc j'ai un petit frère qui est né prématuré, donc qui est handicapé. J'ai un grand frère. Et donc on a grandi avec mes parents jusqu'à peut-être l'âge de 3 ans. Mes parents n'avaient pas de papier, ils vivaient dans des conditions où ils étaient un peu hébergés chez les gens. Ma mère malheureusement avait un penchant un peu de l'excès un peu au niveau de l'alcool. Donc ce qui fait qu'elle venait jamais nous chercher, elle préférait faire sa vie un peu. Et donc après ça a été signalé aux autorités. Et un jour ils sont venus nous chercher où on était hébergés. Et donc on a été transférés en famille d'accueil, moi et mon grand frère à l'époque, parce que moi j'avais 3-4 ans. Mon petit frère n'était pas encore né. Et voilà, on a grandi en famille d'accueil jusqu'à l'âge de nos 8 ans. Donc ça a été une épreuve vraiment difficile pour un enfant de devoir vivre ces choses-là. Comment Et, tu l'as vécu? Quel souvenir tu as de ce moment-là? Est-ce que tu te souviens de tout, presque tout? J'ai pas mal de souvenirs, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. C'est-à-dire que j'ai des trucs vagues. J'ai par exemple dans une famille d'accueil où j'étais maltraité, où on me laissait pas regarder la télé. Et par exemple les week-ends, on me disait c'est le samedi, tu as le droit de regarder la télé. Et au bout de 10 minutes, on me disait monte dans ta chambre. Et je restais face à un mur pendant des heures jusqu'à l'heure de dormir. Pourquoi être famille d'accueil quand on n'est pas aimant envers les enfants qu'on héberge et qu'on a besoin de cet amour? Je pense que c'est pour l'argent. Je pense que c'est pour l'argent qu'ils reçoivent. Et puis certains se disent peut-être qu'ils ont envie de faire du mal. Donc autant prendre un enfant qui est dans la difficulté et faire du mal. Ils avaient des enfants, ces gens-là? Non, ils n'avaient pas d'enfants. T'étais placé tout seul ou séparé de ton frère? J'étais séparé de mon frère. Mon frère était ailleurs. Et moi, j'étais dans mon coin. Donc je suis resté avec cette famille, je sais pas, peut-être 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'ai vécu des choses difficiles. Et mon père, je le voyais le week-end. On allait manger ensemble au McDo. Et un beau jour, je lui ai dit, papa, ça fait des mois et des mois, des années même que cette famille me font ci, me font ça. Et mon père, il a signalé aux assistantes sociales et ils ont fait le nécessaire pour me changer et me mettre dans une autre famille d'accueil. Mais il change l'enfant de famille d'accueil uniquement ou alors il y a une enquête qui est faite, il y a une plainte qui est déposée? Est-ce qu'il y a des conséquences pour ces familles-là qui faillissent à leur devoir en fait? Je sais pas, sincèrement pour te dire, j'ai jamais vraiment eu de suite sur ça. Tu leur en veux? Je leur en veux pas parce que je pense que grâce à toutes ces épreuves-là, y compris celle-là qui est dans ma tête et qui sortira jamais de ma tête, c'est ce qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai un mental qui est à toute épreuve. Donc je leur en veux pas vraiment. Peut-être que ces gens-là, ils avaient un mal-être et ils ont pas su comment faire avec moi. Et ton frère? Mon frère, ça a été difficile pour lui. Parce que mon grand frère, c'est quelqu'un qui est assez quand même sensible, mais qui parle pas beaucoup de ses émotions. J'ai une anecdote où le soir où on est récupéré,
On arrive dans le centre pour les enfants qui ramènent dans ces trucs-là. Là. Et mon grand frère, il met un coup de poing, j'oublierai jamais, dans une vitre. Et il casse la vitre. Alors qu'il était jeune. Il était jeune, mais il a cassé la vitre. Et je me rappelle qu'il saignait et tout. Et ça montrait sa sensibilité, en fait. En fait, que la situation, elle était trop pesante pour lui. Et ça, c'est un souvenir qui me quittera jamais. Et après, je ne l'ai plus revu pendant toutes ces années. Et on s'est retrouvés chez la nouvelle famille d'accueil dans laquelle j'étais, qui était magnifique. Vraiment, je pense que ces personnes-là sont, j'en suis persuadé, décédées parce qu'ils étaient déjà vieux à cette époque-là, qui reposent en paix. Mais je me rappelle de photos à Noël, où on était avec cette famille-là, ils avaient invité mon frère. Et c'est un moment inoubliable. J'ai les photos à la maison. On grandit comment, Richie, quand on évolue à cet âge-là, Ouais. aussi jeune, loin de sa mère, loin de son père, avec des gens qui sont des inconnus? Ouais. Je sais pas comment on grandit, sincèrement, Sam. Je pourrais te dire que je suis quelqu'un qui, je le dis souvent à Catherine, j'ai pas eu d'enfance. En fait, je pourrais te raconter encore ma vie sur d'autres choses que j'ai vécues après, mais pour moi, j'ai pas eu d'enfance. Donc, pour moi, j'ai été mis là et c'est comme si on avait mis une poupée, tu vois, une poupée là, sans âme, sans rien. Et j'ai vécu ces trucs-là sans émotion. Tu vois, là, je t'en parle. Le seul souvenir heureux que j'ai, c'est ce moment à Noël. Mis à part ça, c'est le néant. J'ai pas de souvenir de maternelle, j'ai pas de souvenir de sortie, rien du tout. Et à 8 ans, quand tu retrouves ta famille, Ouais. donc tu quittes le processus de famille d'accueil, Ouais. à l'âge de 8 ans, si je me trompe C'est pas, ça. comment ça se passe? Bah, le seul souvenir que j'ai, parce que je pense que mon cerveau il a fait un blackout sur cette Ah, chose-là. c'est possible, hein. Ouais, je pense que j'ai fait un blackout parce que j'ai le souvenir où, comme là, je suis assis dans un salon, il y a mon petit frère qui est à ma droite comme ça, j'ai mon père à ma gauche et en face de moi j'ai ma mère et mon frère. Et je les regarde comme ça, tu vois. Je scanne la pièce et je me dis ah ouais, je suis rentré. Et en gros, c'est comme si je faisais un peu connaissance avec, je refaisais connaissance avec tout le monde, tu vois. Donc, euh, donc j'ai ces souvenirs-là et très dur, en tout cas très dur de se remettre dans la position de famille en fait. Quand tu es en famille d'accueil, tu n'as pas de socle, tu reviens dans ta famille et tu sais plus trop comment te comporter, si tu es un enfant, si tu n'es pas un enfant. Et puis ensuite, il y a les difficultés de la vie qui arrivent. T'en as déjà Ouais. voulu à tes parents? Non, parce que mes parents, ils ont fait beaucoup de chemin pour venir en France. Ils ont voulu le meilleur pour leurs enfants. Pourquoi ils sont venus en France? En fait, pour la petite anecdote, ma mère, de son premier mariage, son ex-mari est parti avec les filles sans la prévenir. Il est parti dans un autre pays avec elle. Donc ma mère, elle n'avait pas de repères. Elle avait quelques amis en France. Donc ils ont tout fait pour qu'elle vienne en France. Et en France, elle a rencontré mon papa. Et puis de fil en aiguille, et ben voilà, ils ont fondé leur famille, quoi. Mais il faut savoir que ma mère, quand elle a rencontré mon père, elle était enceinte de mon grand frère. Donc mon grand frère n'a pas le même père que moi. Voilà. Donc lui, il a le même père, même mère que mes trois autres sœurs, avec qui je n'ai pas grandi, et que j'ai rencontré d'ailleurs quand j'avais l'âge de 13 ans. Donc il a fallu du temps pour emmagasiner toutes ces choses-là, parce que je l'ai appris un beau jour où j'étais posé avec ma mère, elle était là, elle me dit ouais, tu sais, t'as trois grandes sœurs. Je dis mais comment ça j'ai trois grandes sœurs? Je dis bah j'ai eu une première réunion, etc. Bah, dans un mois, on va en Belgique, tu vas les rencontrer. Et là, mon cerveau, je comprends plus rien. Je me dis mais il se passe quoi dans cette famille en fait? Que des rebondissements à droite à gauche. Donc ce que je comprends, c'est que ça t'a pas empêché en devenant un adolescent, un jeune homme, Ouais. de grandir en aimant ta mère, en aimant ton père, en comprenant leur histoire, en faisant preuve d'empathie. Ouais, beaucoup d'empathie pour ma mère. Beaucoup d'empathie pour ma mère parce qu'elle a beaucoup souffert de cette séparation avec ses filles. Et c'est ce qui a fait qu'elle a plongé malheureusement Ça a été un traumatisme. ouais, un très grand traumatisme pour elle. Parce que pour te raconter la petite histoire, il y a ces trois filles-là avec qui elle n'a pas grandi. Donc t'as un enfant qui est né, qui est né prématuré, qui est handicapé. Tu vois, qui est handicapé moteur, physique. T'as un grand garçon, malheureusement, mon grand frère, qui a choisi un style de vie qui malheureusement l'a mené aujourd'hui dans beaucoup de difficultés. Parce que mon grand frère, il est à la rue malheureusement. Et c'est quelque chose dont je vis avec depuis longtemps. Je me bats. J'ai eu beaucoup de responsabilités dans ma vie, j'en ai encore aujourd'hui. Et puis il y a Richie, quoi. Richie qui essaye de gérer un peu tout le monde parce que mon père, il n'était pas forcément là non plus. C'est-à-dire que quand on a grandi, mon papa prenait pas vraiment son rôle à cœur. C'est-à-dire que c'est maman qui gérait tout et maman, vu qu'elle gérait pas forcément, bah Richie, dès l'âge de 14-15 ans, il a dû gérer, travailler au marché, faire ceci, faire cela, pour avoir un peu d'argent. Parce qu'on a vécu aussi, vu que ma mère ne travaillait pas, mon père il travaillait en tant qu'homme de ménage. Et vu qu'il n'était pas forcément présent tout le temps, bah voilà, Richie a dû prendre ce rôle un peu d'adulte
et de gérer comme ils pouvaient pour manger, pour... Je comprends mieux pourquoi Catherine, dans son interview à mes côtés, me disait, mais Ouais. en fait, Richie, il n'a pas vécu, il a survécu. Exactement. J'ai beaucoup... C'est ouais. le mot que tu utiliserais aussi, la survie? Ouais, c'est le mot que j'utiliserais. Parce que pour un enfant de 15 ans, normalement qui kiffe la vie, qui sort avec ses amis, qui peut aller en vacances, parce que je sais que vers chez nous, on avait des centres pour aller en vacances, et moi, j'avais pas forcément la possibilité d'aller en vacances. Donc, j'ai dû très tôt subvenir à mes besoins. Donc, travailler, travailler pour pouvoir m'habiller, parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est le truc où j'avais du réconfort, tu vois. J'avais besoin de m'habiller à chaque fois, d'être propre sur moi, parce que j'avais peur que les gens me regardent d'un œil où on pouvait voir tous mes problèmes, tu vois. Et à l'école, ça m'a beaucoup posé beaucoup de soucis, parce que j'étais pas quelqu'un de très assidu, parce qu'à la maison, ça se passait pas bien. Donc quand j'allais à l'école, j'allais chercher la joie, de la bonne humeur, donc je diffusais de l'humour, et je me concentrais pas sur les cours. Oui, tu étais Donc, considéré peut-être comme le rigolo de la classe, ouais, j'étais considéré sans comme... savoir quelle était l'histoire qui se cachait derrière toi. Exactement, exactement. Et pour la petite anecdote que je vais raconter, j'ai, à l'âge de... Parce que ma mère, elle faisait beaucoup de crises d'épilepsie. Donc à l'âge de 18 ans, Même à l'âge adulte? exactement, ouais. J'ai fait ça toute ma vie. Je me suis vraiment C'est occupé. traumatisant ça. Ouais, c'est vrai que c'est traumatisant. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de plaisir parce que je veux éduquer les gens. J'ai envie de transmettre mon histoire parce que c'est quelque chose d'assez dur. Et je dis toujours, ce sac que j'ai porté toute ma vie, je veux l'emmener avec moi. Même si demain ma vie devient plus légère, ce sac, je veux toujours qu'il soit à mes côtés pour me rappeler que, Richie, tu viens d'ici. D'où tu viens, tu as galéré pour en être là. Donc, n'abandonne jamais cette histoire que tu as eue, tu vois. Et donc, j'ai voulu arrêter l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, au lycée, j'étais souvent en retard. Parce que j'avais mon petit frère qui devait aller dans un centre. Ma mère, elle faisait des crises d'épilepsie. Donc, les pompiers venaient la chercher dans la nuit. Mon père, lui, était au travail. Mon grand frère n'était pas là. Donc, moi, je descendais mon petit frère pour qu'il prenne le taxi à 9 heures, alors que je commençais à 8 heures les cours. Donc, je ne pouvais jamais arriver à l'heure. Mais les profs, ils ne comprenaient pas et je ne pouvais pas l'expliquer, j'avais pas envie. Et un beau jour, je vais à l'hôpital pour créer le dossier de ma mère pour qu'elle soit internée. Parce que ça allait pas, ma mère elle a commencé à faire de la schizophrénie. Donc c'était vraiment dur à la maison. Il était 23 heures, elle pensait qu'il était 14 heures. Vraiment des choses que je souhaite à personne. Et en arrivant à l'école à 11h30, j'ai ma prof qui me dit que je suis mal élevé et j'ai pété un plomb. Je me suis excusé de mon retard. Elle me dit que je suis mal élevé, j'ai pété un plomb, j'ai lancé des chaises. Je suis devenu fou, tu vois. J'ai vraiment pété les plombs parce que ce que je vivais, c'est dur, mais je ne pouvais pas en parler. Les gens de ma classe savaient. Et puis après, voilà, je suis parti. Je suis parti. La prof a dit laissez tomber, on va se réunir. Parce qu'il voulait appeler la police, toutes ces choses-là. Je comprends, ce que j'ai fait, c'était quand même grave. Mais j'avais tellement un mal-être au fond de moi que la moindre réflexion vis-à-vis de ma mère, je ne pouvais pas l'accepter. Pour cette femme qui s'était battue pour moi malgré tout, les difficultés qu'elle avait, je ne pouvais pas accepter. Et donc, mon assistante sociale qui m'a suivi, d'ailleurs, jusqu'à tard, jusqu'au décès de ma mère, et bah, elle a appelé le lycée et elle leur a raconté toute mon histoire. Et donc, j'ai été convoqué, je me suis présenté et tous les profs étaient en train de pleurer. Tous sont en train de pleurer, mais pourquoi tu nous as pas raconté ton histoire? Mais c'est ouf ce que tu as vécu, Est-ce que tu etc. penses avec du recul qu'en tant qu'enfant Ouais. ou jeune adolescent, il faut raconter en fait Je pense qu'il faut un suivi, Sam, en fait. Je pense que... au corps des Ouais. enseignants? Exactement. Je pense que dans les écoles, ils devraient mettre un suivi plus important sur chaque élève. C'est-à-dire qu'un élève qui est un perturbateur, en l'occurrence, il faut se penser sur son cas. Pourquoi tu es un perturbateur? Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? C'est-à-dire creuser. Pas rentrer dans l'intimité où je vais te dire, allez toquer et rentrer, voir ce qui se passe comme ça, mais de faire un vrai suivi, demander à des proches, qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Est-ce qu'il a encore son papa? Est-ce qu'il a encore sa maman? Dans quelles conditions il vit? Est-ce qu'il mange tous les jours? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il est maltraité? Pour pouvoir aider les enfants. Parce que je pense que si tu n'as pas le mindset et ce truc qui te fait avancer, tu pètes les plombs, tu deviens fou en fait. T'avais quel âge quand ta maman vous a quitté? Ma maman nous a quittés, j'avais 23 ans. J'avais D'accord. 23 ans. Et pour la petite histoire que ma mère, quand elle est décédée, j'étais au téléphone avec elle. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose de super dur. C'est vraiment un épisode très compliqué. euh, Parce que, voilà, je pense que toutes les personnes qui perdent un être cher, c'est dur pour eux, mais dans ces conditions-là, ça a vraiment été dur. Ça a vraiment été dur pendant des années, parce que ça a été très rapide. C'est-à-dire que moi, ma mère, vu que j'ai pas eu vraiment de soutien dans ma vie, c'est moi qui ai tout préparé. Je suis parti acheter le cercueil alors que je venais de perdre ma mère. J'ai préparé les funérailles
à l'église, la veillée, parce que chez nous, dans les traditions, hein, on fait une veillée où les gens se réunissent et rendent un dernier hommage aux défunts. Et donc j'ai dû gérer tout ça. Parce qu'on m'a fait miroiter que Richie, t'inquiète pas, t'es jeune, les oncles, etc., on va s'en occuper. Et ils n'ont rien fait. Et vu que ma mère est décédée dehors, bah, il avait ramené dans un hôpital qui fait une autopsie pour savoir ce qui s'est passé. Donc ça a duré 7 jours et après j'ai dit non, c'est plus possible. Il faut que je prenne les choses en main. Et voilà, j'ai tout pris en main et juste après ça, j'ai eu la chance d'avoir un appartement rapidement. Mais d'un autre côté, ça, c'était pas vraiment positif parce que c'est allé trop vite. Tu sais de quoi elle est décédée, ta maman? L'autopsie a pu apporter des réponses? Oui, ma mère, en fait, elle était, elle faisait des crises d'épilepsie. Bah, elle a fait une crise d'épilepsie. Pour la petite histoire, elle m'a appelé pour me dire où elle était. Et je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée. Et quand je suis remonté et que je l'ai appelée, bah, voilà, quoi, elle a dit le nom de moi et mes frères et puis ça a coupé. Et voilà quoi. Et le lendemain matin, bah, on m'a dit qu'on l'avait retrouvée dehors. Et voilà, dans mon quartier. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est traumatisant. Et j'ai mis du temps à me remettre les idées en place sur ma vie, de faire les bons choix. Et puis quand j'ai eu cet appartement, j'étais content parce que j'avais mon espace, mais d'un autre côté, j'étais tout seul. J'étais tout seul et je pétais les plombs, je faisais beaucoup de crises la nuit parce que j'ai beaucoup vu les pompiers chez moi. Ça veut dire que je faisais beaucoup de cauchemars. Dès que j'entendais les sirènes, je commençais à devenir fou, je criais la nuit. Des crises d'angoisse? Des crises d'angoisse, exactement. J'avais mon gardien qui venait me voir, qui me disait, mais les voisins, ils nous disent qu'ils t'entendent crier le soir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'expliquer. Je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars, mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi je crie. Et voilà, c'est quelque chose d'assez dur. C'est quelque chose de vraiment assez compliqué. En ajoutant à ça mon frère qui est SDF, mon petit frère qui est handicapé. Donc c'est des choses qui prennent une partie intégrante de ma vie. Mais Ça veut dire que tu t'occupes aussi beaucoup des autres. j'ai fait ça toute ma vie, Sam. Vraiment, Mais est-ce que tu t'occupes de toi, Richie? je commence à m'occuper de moi grâce à Catherine. Elle m'explique que Richie, il faut que tu te concentres sur toi. Tu vois, tu as des rêves, tu as du talent dans certaines choses. Utilise ces choses-là pour aller de l'avant. Et moi, je me suis toujours dit que si je n'arrivais pas à mettre les gens de ma famille à l'abri, je ne vivrais pas, tu vois. Et grâce à Catherine, j'apprends à mettre un peu les gens sur le côté, même si j'arrive pas encore, mais je pense un peu plus à moi. Tu vois, je pense un peu plus à moi, je pense un peu plus à mes projets, à voir ce que je veux, et plus à rester fixé sur une chose. J'ai beaucoup reproché à Catherine d'être la fille un peu talentueuse qui est dans l'artistique, qui a envie de faire plein de choses, et moi, le mec fixé sur un seul job, par exemple, tu vois, et pas lâché. Et aujourd'hui, je comprends que j'ai le droit de faire ce que j'aime. Donc aujourd'hui, j'ai envie de foncer et de vivre. Tu faisais quoi comme job, Richie? Bah, j'étais agent à la SNCF. Ok. Je suis toujours d'ailleurs. Tu veux qu'on parle des Donc, grèves? Ça, je m'en dédouane. Ça, clairement, je m'en dédouane. Mais c'est vrai que c'est vraiment dur. Vraiment dur ce qui se passe avec les trains et tout. C'est une horreur. Je suis un peu ce qui se passe. Tu l'es encore ou tu l'étais, agent Je SNCF? suis encore agent SNCF. Je suis encore agent SNCF. Mais je compte bientôt arrêter. Pourquoi? Bah, j'ai envie de me concentrer sur moi, j'ai envie de me concentrer sur une future carrière. Comme je t'ai dit, j'ai envie de faire du cinéma. Ok. J'ai envie peut-être de refaire une télé, qui sait, si ça rentre. On va Ouais. en parler. Tu comprends, toi, les agents SNCF qui font grève très régulièrement? Tu comprends leurs revendications? Bah, je comprends parce que niveau salaire, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'écart. On ne se retrouve pas forcément. Par exemple, une personne qui a travaillé dans les années 2000 et qui avait un gros salaire et qui aujourd'hui se retrouve avec toutes les réformes, avec des moins 600 euros, moins 800 euros sur sa paye en fonction, bah, c'est quelque chose d'énorme. Les gens ont des crédits à payer, toutes ces choses-là. Donc je pense que toute revendication est légitime dans un sens. Donc les agents SNCF qui font grève, ils ont le droit comme toutes les autres personnes de tous les... Tu comprends les usagers aussi qui disent qu'il y a trop de grèves, que c'est insupportable, que c'est dur d'organiser sa vie par rapport à ça? Mais le truc, c'est que je comprends les deux points de vue. C'est-à-dire qu'il m'arrive, il m'est arrivé d'être avec des clients, des clients et de leur dire je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de train à cette heure-là, alors qu'il y a des trains à ces heures-là, alors qu'il n'y a personne. Donc je suis tout à fait d'accord avec les deux points de vue. Après, il faut trouver un juste milieu à tout ça, mais je ne sais pas s'il y en aura un jour. Et c'est quoi tous tes rêves? Parce que tu disais maintenant j'ai envie de, pas forcément de me concentrer sur un seul job ou une seule perspective, mais j'ai envie de réaliser mes rêves. Bah déjà, c'est bête ce que je vais te dire, mais j'ai envie d'être heureux déjà. Je suis quelqu'un qui a du mal à être heureux tout le temps. C'est-à-dire que Catherine, elle me fait tout le temps la remarque, Richie, tu as le droit d'être heureux. C'est-à-dire que ce truc où j'ai toujours broyé du noir dans ma vie, avec les difficultés que j'ai vécues, bah c'est vrai que quand je suis heureux, je me dis, ah, il y a un problème. Faut pas que je sois heureux. Donc j'ai envie d'être heureux déjà, tout le temps, sans avoir un truc dans le cœur qui me dit que Richie, faut que tu sombres. J'ai envie de faire du cinéma. J'aimerais ouvrir un orphelinat, ça c'est un de mes rêves.
J'aimerais aider les enfants qui n'ont rien. Et, euh, et j'aimerais vivre en vacances toute l'année. C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir bouger, euh, peu importe où, tu vois, et kiffer la vie. Des choses simples. C'était un moyen, Ultimatum, d'accéder à certains de tes rêves? À la base, j'étais pas pour. C'est-à-dire que Catherine m'a proposé, je lui ai dit, moi, je veux vraiment la télé, je suis pas vraiment chaud. Je pense pas que ce soit quelque chose pour moi. Et après, j'ai accepté par la suite. Et ensuite, quand j'ai vu l'aisance que je pouvais avoir quand je parlais au niveau des caméras et les retours qu'on me faisait, bah, je me suis dit, Richie, fonce quoi. Avec tous les retours que j'ai sur le fait que, bon, je suis assez à l'aise face à la caméra, bah, je me suis dit, Richie, en vrai, on te l'a dit depuis tellement de temps, maintenant fonce. Donc j'attends des propositions. S'il y a des propositions pour moi, je suis C'était preneur. quoi le plus dur pour toi pendant l'aventure? Parce que Ouais. c'est quand même une aventure au cours de laquelle vous échangez vos partenaires Ouais. pendant 3 semaines. Ouais. Vous avez beaucoup de pudeur avec Catherine dans Tout votre à fait. couple. Vous ne Ouais. viviez pas ensemble. Ouais. À ce moment-là, vous vous jetez la gueule dans le vide, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est qu'avec Catherine, c'est tellement, notre amour, il est tellement sincère que c'était légitime, limite, qu'on fasse ce programme. Parce que c'était vraiment, soit on se quitte, soit on se marie. C'est-à-dire, il n'y a pas possibilité que Richie ou Catherine aillent dans le programme et aillent flirter avec une autre fille ou aillent draguer une autre fille. Ah oui, c'était pas une option. Ah, pas une option du tout. C'est-à-dire qu'on est très respectueux l'un vis-à-vis de l'autre sur ça. Donc, c'était soit l'un, soit l'autre. Donc, moi, j'étais très content de le faire. Et puis, j'avais besoin que Catherine, elle se rende compte de certaines choses parce que quand on s'est mis ensemble, ça allait pas vraiment. Ça allait pas vraiment à cause du Covid, à cause de ses projets. Elle avait fait sa marque de sac qui avait marché. Elle avait voulu faire autre chose. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on s'est retrouvé un peu sans rien. Donc, je l'ai retrouvée un peu dans une position où elle était un peu fragile. Et c'est vrai que ce programme, j'en avais besoin pour que Catherine prenne conscience que j'avais besoin qu'elle s'endurcisse un peu, qu'elle devienne un peu plus femme pour qu'on puisse avancer. Et je lui avais dit que si elle arrivait à montrer ces choses-là, il n'y aurait pas de problème qu'on se marie. Après le bordel, c'est vrai que ça s'arrange. Mais j'avais besoin que... Mais c'est toi qui aurais dû poser l'ultimatum alors. Mais en fait, quand tu regardes bien Sam, ça se retourne en fait. Au bout d'un moment, tu as l'impression que c'est moi qui pose Mais l'ultimatum. oui, mais déjà toi, au départ, au début de votre relation, si je ne me trompe pas, c'est toi qui veux te marier. Ouais. Par la suite, tu changes d'avis pour les raisons que tu viens de nous évoquer. Tout à fait. Et c'est Catherine qui te pose l'ultimatum dans Ultimatum Ouais. France sur Netflix. Bah, parce que vu que je me suis engagé dès le départ à me marier en premier, donc c'était légitime que ce soit Catherine qui me pose l'ultimatum. Et moi, j'avais cette peur du mariage aussi. Oui, bien Tu sûr, vois. je comprends. Ouais. Mais vous qui avez beaucoup de pudeur dans votre Ouais. couple, tu me disais, là j'ai entendu il y a 2 minutes, Ouais. tu m'as dit l'option d'aller fricoter avec quelqu'un d'autre Ouais. pendant ce tournage-là n'était même pas une option, en fait, c'était même Ouais. pas envisageable. Et pourtant, toi, tu partages 3 semaines avec Lindsay. Ouais. Lindsay qui est en couple avec Scott depuis 5 ans et demi, je crois, Ouais. au moment du 6 tournage. ans, ouais, je crois, ouais. Au bout de 3 ans de relation, il a une petite incartade, une petite aventure avec une autre femme. Ça, c'est dans Tout à leur fait. vie Perso, ouais. intime, Ouais. perso. Et dans l'émission, au bout de 3 semaines, il embrasse Laurie, la meilleure amie de Roman, lors de la soirée bachata. Ouais. C'est à l'opposé de toi, le fonctionnement de ce couple. Oui, après, la différence, c'est que eux, ils vivent ensemble. Ça fait plusieurs années qu'ils vivent ensemble. Ils ont un certain fonctionnement. Moi et Catherine, on n'habite pas ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce truc-là. Je ne sais pas comment elle fonctionne, en fait. Catherine, je ne sais pas comment elle fonctionne à deux dans un appartement. Donc, voilà. Scott, je ne vais pas forcément le défendre parce que la tromperie, ça ne se défend pas. T'as déjà trompé, toi, une de tes copines? Oui, j'ai déjà trompé dans le passé. Après, j'ai malheureusement, j'ai beaucoup donné étant jeune avec des filles et j'ai pas reçu. J'étais un bon garçon et malheureusement, on a trop joué avec moi. Donc voilà, à un moment de ma vie, j'ai voulu me venger, malheureusement. Et puis voilà, après, on a mis tout ça de côté et puis j'ai rencontré. C'était Catherine. difficile comme rôle de savoir que Ouais. Scott avait une relation, enfin, un échange avec une autre femme, un échange avec un baiser, hein, Ouais. avec une autre femme, et d'aller le dire, d'aller en parler à Lindsay. Est-ce que c'était un devoir pour toi ou est-ce que c'était une situation très inconfortable? En fait, c'était les deux à la fois. Parce que l'INSEE, c'est vrai que quand on regarde dans le programme, on a une relation très fusionnelle très rapidement. Je la conseille beaucoup. Ouais, parce qu'elle a le même vécu que moi sur le fait d'avoir perdu son papa, etc. Et sa sensibilité, j'ai trouvé dans sa sensibilité quelque chose de magnifique. Et je ne pouvais pas la laisser comme ça. Scott, je le voyais trop sûr de lui. Je me suis dit, l'INSEE, il faut que je lui apporte un peu de ce truc que j'ai, du mec serein, du mec qui sait ce qu'il veut et où il veut aller, tu vois. Donc j'ai pris vraiment à cœur ce rôle de grand frère, limite. Ce rôle de grand frère où le soir, on était, ça je ne l'ai jamais dit, on était posés. Avant de dormir, l'INSEE, t'es belle. T'es la meilleure. T'as pas besoin de Scott pour avancer. Concentre-toi sur toi. Prends tes propres décisions. Et tous les soirs, je faisais ça. Pour qu'elle gagne confiance en elle. Parce que je sais que à chaque fois ce que j'allais lui dire de nos réunions garçons, ça allait être dur pour elle. C'était pas facile de lui dire.
Mais je ne pouvais pas rester dans l'indifférence, sachant que je l'aimais beaucoup. Et puis Scott, d'un autre côté, je l'apprécie aussi. Mais mon gars, faut assumer. Quand tu fais de la merde, t'assumes. Donc toi, vu que tu vas pas le dire, bah moi, je vais le faire à ta place. Voilà, tout simplement. Le mariage, Ouais, au moment de l'ultimatum, c'était une évidence pour Catherine et toi. ouais, c'était une évidence, mais quelque part, ça aurait pu basculer de l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que, comme on le dit, il y a des choses qui se passent aussi en interne, sur des fonctionnements qui ne sont pas forcément les mêmes. De moi, par rapport à mon vécu aussi, qui suis un garçon qui suis un peu dur, même si ça ne se voit pas vraiment, qui a un peu du mal à s'ouvrir. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses où ça aurait pu coincer, mais l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, qu'on a d'ailleurs toujours l'un pour l'autre, était beaucoup plus fort que tout. Donc pour moi, c'était une évidence de marier Catherine. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois Catherine fondre en larmes, quand tu parles de ta maman et que tu dis que tu aurais aimé qu'elle soit là, tu aurais aimé qu'elle la connaisse, tu aurais aimé qu'elle puisse vous entourer dans un Ouais, moment heureux ouais. comme celui-ci? Bah, je suis très touché parce qu'il faut savoir que Catherine, elle m'a beaucoup aidé. Parce que je suis un garçon qui pleure pas beaucoup. C'est-à-dire que même pendant des années, j'ai pas versé une larme. Et de rencontrer Catherine et de m'ouvrir, parce qu'elle m'a beaucoup demandé de lui parler de ma maman et de m'ouvrir. Donc elle a libéré certains sentiments chez Mm. moi qui ont fait que, même quand je parle de ma maman maintenant, Catherine, elle a des réactions, comme elle explique. En fait, c'est comme ma mère, en fait. Je la vois, elle a ce truc, elle me fait penser à ma mère, Catherine. Elle a ce truc un peu, je sais pas comment expliquer. Une douceur que ma mère avait, que Catherine a. Et voilà quoi, c'est la meilleure femme du monde, j'ai fait le meilleur choix, vraiment. Vous êtes mariés depuis bientôt 1 an Yes, maintenant, yes. sans vouloir précipiter quoi que ce soit. Ouais. Est-ce que toi, tu as envie de devenir père? Ah, j'ai très envie de devenir père, vraiment. Je pense pas que ça sera dans l'instant T, Mm. mais j'ai vraiment envie d'être papa, parce que j'ai beaucoup de valeurs à transmettre. Et voilà, j'ai envie de laisser aussi ma trace ici-bas. J'ai envie d'avoir des enfants qui ont des vraies valeurs, des vrais principes, qui avancent dans ce bas monde. Et voilà, ce petit mix entre moi et Catherine, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Par rapport à ce que tu as vécu, Ouais, au travers de ton histoire, ouais. Richie, tu penses que tu seras quel genre de père? Je pense que je serai un papa gâteau, je pense. Je pense que je serai un papa gâteau vraiment proche de ses enfants, qui discute beaucoup parce que j'ai beaucoup manqué de ça. Étant plus jeune, j'aurais voulu que mon père s'assoie avec moi, m'explique la vie, me dise pourquoi ça c'est pas bien, pourquoi ça c'est bien, qu'on me donne un peu plus d'aide, que je puisse atteindre mes rêves. Parce que quand j'étais jeune, je voulais être médecin, mais malheureusement, j'ai pas pu avoir le quart de tout ça. Et je pense que si je suis papa, je serai derrière mes enfants. Derrière mes enfants, je les laisserai pas. Et comme Catherine a vécu du harcèlement, sur ça, je serai intolérant. C'est-à-dire que je serai très à cheval sur qu'est-ce qui se passe à l'école avec mes enfants, avec qui tu parles, toutes ces choses-là. Et je ne laisserai pas mes enfants non plus faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est une certitude. C'est quoi ton meilleur souvenir de l'aventure Ultimatum? Si tu dois en retenir qu'un. Mon meilleur souvenir, bah, c'est le mariage. Le mariage. Parce que c'est un moment où je suis dans la voiture, je stresse, je cogite. Est-ce que je prends la bonne décision? Je suis en panique. Je pense à ma mère, je pense à mon père, je pense à ma famille, je pense à Catherine. Je me dis, la pauvre, elle doit être stressée comme pas possible. Et j'arrive, je la vois toute stressée, elle tremble. Je me dis, waouh. Et après, il y a ce moment de doute, quand tu dois donner ta réponse. Est-ce que finalement, je dirais pas non? Est-ce que je partirais pas tout seul? Est-ce que je ferais pas comme d'habitude? Et c'est le plus beau moment parce que je prends vraiment mon courage à deux mains. Et j'y vais les deux pieds, tu vois. Et je suis vraiment trop, trop fier de moi d'avoir fait ça. Parce que j'aurais jamais pensé me marier dans ma vie. C'est quoi le moment que tu as le moins apprécié? Le moment que j'ai moins apprécié, très bonne question. Le moment que j'ai moins apprécié dans le programme, c'est ces petits échanges là où l'INSEE, elle apprend que Scott, il a, comme nous tous, hein, quand Scott, il a trompé et qu'il a DM, il a envoyé des messages. Ça, c'est un moment qui est super dur parce qu'après, il y a ce qui se passe hors caméra. Et voilà, l'INSEE brisé, Scott aussi qui pleure beaucoup parce que voilà, il a fait quelque chose d'irréparable. Donc c'était vraiment un moment super difficile. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir les deux dans cet état-là. J'aime pas l'injustice, mais voilà, il a fait une erreur et il fallait qu'il assume. Donc voilà, faut assumer. Je te propose, Richie, de terminer en passant en revue le casting Oui, d'Ultimatum ouais, France sur ouais. Netflix et tu me dis soit une petite anecdote, ce que tu as envie de me dire, un petit mot, une petite phrase, comme tu le souhaites. Ça Ok? marche. Ok. Allez, on commence avec Scott et Lindsay. Ouais. Scott, c'est la joie incarnée. C'est le mec, c'est une pile électrique. Vraiment super cheap. Malheureusement, il n'a pas pu le montrer comme il faut dans le programme. Et Lindsay, une lumière, un cœur immense, vraiment une douceur sans pareil.
Lina et Sofiane. Explosivité, je dirais explosivité, parce que c'est un couple qui s'aime beaucoup. Sofiane, je l'aime beaucoup. Sofiane, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa personne, j'aime beaucoup sa simplicité, et c'est un mec jovial. Lina, je la connais pas plus que ça. On a eu la possibilité d'échanger un peu. Oui, je sais que vous vous êtes eu au téléphone. Ouais, on a échangé, on s'est eu au téléphone. C'est vrai que nos appartements étaient à côté, donc on se voyait un peu. Elle est quand même sympa, c'est une fille sympa, mais je la connais pas plus que ça. C'est vrai que vous vous êtes fait réprimander par la production parce qu'au bout d'une semaine avec Catherine, vous vous êtes vus alors que vous n'avez pas le droit de vous voir. Exactement. On s'est vu parce que Catherine, elle allait pas bien du tout. C'était dur pour elle. La première semaine, séparés l'un de l'autre, elle n'arrivait pas à dormir, elle n'arrivait à rien, donc il fallait que je remédie à ça. Et c'est à cause de Scott qu'on s'est fait griller d'ailleurs. Mais comment vous vous êtes fait griller? Bah, Scott, il a envoyé un message, je crois, sur Insta, où il disait on se voit à 14 h à l'INSEE. Et vu qu'il checkait les Instagram, bah, on s'est fait remonter comme ça. Voilà. Ils vous ont dit quoi? Bah, ils nous ont tapé sur les doigts comme des enfants. On vit une expérience sociale, il faut la jouer à fond. Parce que là, il s'agit de votre vie future, etc. Ils avaient raison en vrai. On est venu là, il y avait des règles à respecter, on ne les a pas respectées. Voilà. On s'est excusé et puis voilà. On poursuit. André et Sarah. André et Sarah, je pense, un couple super tranquille. Moi, Sarah, j'ai beaucoup échangé avec elle et j'ai beaucoup aimé sa personnalité parce qu'elle a aussi des choses enfouies, un peu comme moi, qui ne veut pas trop sortir. Et c'est vrai que ça a été un plaisir d'échanger avec elle. Après, j'ai pas eu la chance de plus la voir, etc. Parce que bon, voilà, elle est de son côté, je suis un peu du mien. Et André, un mec posé, j'en sais pas plus. Le mec réservé qui parle pas beaucoup. Et puis, je pense qu'on est de deux mondes différents, donc je ne vais pas trop me prononcer sur la personne qu'il est, mais c'est un chouette type. Richie et Catherine, tiens, ils sont comment? Ils sont incroyables. Vraiment, ils sont incroyables. Je pense qu'on est un couple passionnant. Je trouve que on transmet beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité dans ce qu'on fait tous les deux. Donc, je dirais un couple sincère. Et enfin, Romane et Théo. Oh, la Roro, la Marseillaise. Ah, je l'aime beaucoup, Romane. Elle a un humour, elle est spontanée. Après, c'est vrai que dans le programme, elle a eu quelques soucis parce que voilà, elle s'est laissée. Voilà. Elle s'est ouverte à des sentiments parce qu'avec Théo, ça se passait pas bien. Et puis, il y avait une certaine réceptivité du côté de Sofiane et de son côté à elle. Mais j'aime beaucoup cette fille, beaucoup d'énergie. Et puis Théo, malheureusement, il n'a pas montré tant de choses que ça. Parce que les seules images où on le voit, c'est quand il est en date avec Sarah. Et puis voilà, il y a les petits soucis qu'il y a eu avec Roman, les trucs où il y a un peu des non-dits. Mais c'est un chouette type quand même, il est sympa. Il est sympa, il faut apprendre à le découvrir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir, Richie? Ce que tu peux me souhaiter, c'est d'être heureux dans un premier temps. Ouais, devenir comédien. Exactement, pourquoi pas aussi. D'avoir la santé, parce que je pense que c'est le plus important. Et de rester qui je suis. Voilà, c'est tout ce que je veux. Merci, Richie, pour ce moment partagé. On peut se retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Richie-Ultimatum FR. Et ton compte TikTok, c'est Richie-Ultimatum FR. Exactement. Traditionnellement, ouais, j'offre le mot de la fin à mon invité. Okay. Donc, je vous dis au revoir. Je vous dis prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité pour toujours des confidences en toute intimité. Richie, la cam, elle est à toi. Le moment est pour toi. Tu peux conclure comme tu le souhaites. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez jamais, restez vous-même. N'oubliez jamais ça. Ne changez pour personne. C'est très important. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.